Radio Paris est gagnant sur Radio Évasion. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission Radio Paris est gagnant, votre émission de sport et du Paris sportif. Donc oui, je suis de retour après quelques jours de repos. Au programme de l'émission du jour, nous allons parler de football. On va faire un petit bilan des clubs bretons justement avant la trêve internationale. Un peu de chauvinisme breton ne fait pas de mal de temps en temps. Et je vais recevoir justement pour discuter de tout ça Nico, alias Mio Nico dans mon club. Nico en fait intervient dans mon club privé Paris Gagnant et il a aussi créé une page Facebook qui s'appelle Ligue 1 Expert et un blog qui s'appelle ligue1expert.net. Donc on va discuter de tout ça avec lui sans plus attendre. Donc c'est parti pour discuter un petit peu de club breton et de football. Donc j'accueille Nico, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tu vas bien ? Oui, ça va et toi ? Ouais, super, merci. Ouais. Bah écoute, merci d'avoir accepté l'invitation un petit peu pour parler justement des bilans des clubs bretons. Je répète un petit peu que tu as une page Facebook Ligue 1 Expert et puis un blog, voilà, qui vient aussi que tu viens de créer il y a pas très très longtemps, ligue1expert.net où voilà, vous pouvez trouver des previews, des comptes rendus sur la Ligue 1, hein, comme le nom voilà, c'est très simple. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu justement ce qu'on peut découvrir sur ton blog? Ce sont des previews et des comptes rendus sur les matchs de Ligue 1, c'est ça? C'est ça. Alors tout a commencé cet été, c'est-à-dire que j'ai analysé les 20 équipes de Ligue 1 dans leur préparation, dans leur recrutement, dans les départs et aussi dans leur saison précédente. D'accord. Et ensuite j'ai enchaîné pour chaque match de Ligue 1 avec ce que j'appelle une preview, c'est-à-dire une analyse des forces en présence, des absents ou pas, des systèmes tactiques probablement utilisés et surtout des comptes rendus après chaque match sur ce qui s'est passé, les faits marquants, les éléments clés et des conclusions. Donc c'est une analyse qui se base sur les images, sur les statistiques et puis surtout les forces en présence à chaque fois. Alors, voilà, donc la page Facebook en effet et aussi le site internet comme tu l'as dit, ligue1expert.net. voilà. Et donc, les auditeurs s'imaginent peut-être pas forcément, mais c'est du boulot. Je précise aussi que tu es tout seul aujourd'hui à mener ce beau projet. Donc voilà, vous découvrirez pas mal de choses intéressantes. Et pour ceux qui justement font du pari sportif sur le football et plus spécifiquement aujourd'hui sur de la Ligue 1, et voilà, vous pouvez aller sur le blog et ça vous aide, ça vous mâche pas mal le boulot, Ouais, parce que ça. c'est toi qui fais le travail, parce que le problème des parieurs, c'est que souvent ils n'ont pas forcément beaucoup de temps. Voilà, c'est un peu Ça, voilà. J'ai tout public, hein. J'ai à la fois des parieurs et puis des fans de football qui aiment bien connaître leur équipe préférée ou même plusieurs équipes. C'est ça, parce qu'en fait, pour chaque match, hein, vous avez quoi? Vous avez les blessés, un petit peu, les personnes qui sont, les joueurs qui sont suspendus, voilà, vous avez tout ça. Et donc, c'est vrai que c'est très intéressant, que soit pour prendre de la prise d'infos si vous êtes juste passionné de football, ou prendre la prise d'infos si vous voulez une aide pour parier. Alors, en fait, donc tu interviendras quand même. Bon, là, ça va être la trêve internationale. Donc, c'est pour ça que les prochains matchs ont lieu, je crois, si je ne me trompe pas, le 15 octobre, quelque chose comme ça, je ne sais plus, quand c'est la prochaine journée. Donc, tu interviendras comme ça de temps en temps pour essayer de nous faire un petit point sur les clubs aujourd'hui qui concernent la Bretagne. La Bretagne a une terre de football, on a pas mal de clubs professionnels. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu sur son début de saison, sur les clubs bretons? Qu'est-ce qu'on va analyser aujourd'hui comme club breton? Alors moi je vous ai préparé en spécifique pour l'émission donc des analyses des clubs bretons. Donc je vais vous parler dans un premier temps du dernier match de Brest. Oui. Grande nouveauté info exclusive aujourd'hui, Ligue 1 Expert s'intéresse aussi à la Ligue 2 pour cette émission et donc je me suis intéressé
avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. J'ai bien apprécié à l'équipe de Brest et je le ferai très régulièrement. C'est une équipe que je vais suivre maintenant et aussi le derby entre Rennes et Guingamp et le match de Lorient à Nice et Oui. la Nantes qui recevait Bastia. C'est ça. Bah écoute, bah déjà merci de t'intéresser aussi au Stade Brestois qui est en Ligue 2. Et c'est vrai que tu disais que tu étais plutôt Ligue 1, mais voilà, tu es ouvert aussi à d'autres horizons. Et comme tu m'as dit, tu vas aussi te développer peut-être après ultérieurement sur la Ligue 2. Tu veux commencer par quoi alors? Par quelle équipe? C'est toi qui choisis, hein. Tu Bon, dis. on va commencer par Brest. Allez, c'est parti, on commence par le Stade Allez, on Brestois. va commencer par Brest. Donc l'équipe de Brest qui se déplaçait chez l'AC Ajaccio, donc vendredi dernier, le 30 septembre à 20h pour le compte de la 10e journée de Ligue 2. Donc avant ce match, Brest est deuxième au classement et Ajaccio est 12e. Ajaccio n'a eu qu'une seule victoire dans les 5 dernières rencontres. Et au niveau brestois, au niveau de l'effectif, c'est Grougier, le capitaine milieu de terrain, qui est toujours absent et le 11 aligné a été le même que celui de la victoire contre Reims 2-1 la semaine précédente. D'accord. Ok. Voilà, donc venons-en au match maintenant. Donc la première mi-temps a été plutôt dominée par l'équipe à domicile, l'AC Ajaccio, qui va même en profiter pour ouvrir la marque à la 52e minute par Nourri, son milieu de terrain. Et Brest va être un peu sauvé, entre guillemets, par l'exclusion du défenseur corse Lippi à la 73e minute et va reprendre les commandes de ce match et égaliser à la 80e minute par une tête de son joueur Diallo. D'accord. Voilà pour le scénario du match. Bon, c'est jamais évident de jouer chez un club corse, hein. On en a déjà parlé C'est Benoît, vrai, pour c'est la vrai. Ligue 1, hein. Mais le terrain était en mauvais état, hein. On le voit sur les images, je pense que tu seras d'accord avec Alors, moi. il y a 48 heures avant, il y avait un match en retard, toujours à Ouais, Ajaccio, mais pas le même club, l'autre club rival le GFC, voilà, c'est ça, Gazélec. contre Amiens. Donc, et pour tout vous dire, voilà, je me trouvais à Ajaccio ce jour-là. J'aurais pu aller voir le match, mais voilà, j'étais un peu off, on va dire. J'étais plutôt à prendre un peu de repos, mais j'aurais pu aller voir le match. Et alors, en tant que supporter du Stade Brestois, ramener un point de Corse, c'est toujours assez intéressant, surtout quand tu vois la physionomie du match, ce que tu viens de confirmer. Au début, c'est C'est plutôt vrai. Ajaccio qui a dominé. Voilà. Donc, C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, Brest m'a semblé quand même un peu plus fébrile que d'habitude et je pense que l'absence du capitaine Grougy commence à se faire ressentir sur le jeu brestois. Donc sur Ligue 1 Expert, on aime bien argumenter un peu ce genre de propos par des stats. ouais, Donc niveau vas-y. stats intéressantes sur Brest, Mhm. je peux vous dire que ils ont quand même eu une possession de balle intéressante à 62% pour un match à l'extérieur, c'est très bien et leur qualité de passe était très bonne à 80% de passes réussies. Par contre, petit bémol sur les 24 centres qu'ils ont fait sur ce match, il y en a seulement 29% qui se sont révélés être utiles, donc moins d'un centre sur trois réussi. C'est moyen. Et sinon, un très très bon ratio de tirs cadrés par rapport au nombre de tirs total, puisque Brest nous cadre 6 tirs sur 11. Ça fait un ratio de plus d'un sur deux. Il y a à part Monaco en Ligue 1, il n'y a pas grand monde qui fait un ratio comme ça en ce moment. Ouais. Et puis petite remarque tactique aussi, pour la première fois de la saison, je vois que Brest a joué en 4-2-3-1. Alors qu'ils s'utilisent habituellement plutôt un 4-1, 4-1 qu'ils ont utilisé 5 fois cette saison, qui leur a rapporté un bon ratio de points, qui leur a rapporté 11 points en 3 victoires de nul et une défaite. Et ils ont aussi utilisé un 4-3-3 2 fois, qui leur a rapporté 2 victoires. Intéressant, ça veut dire que voilà, Ouais, il y a intérêt de faire attention à la tactique mise en place par Furlan pour voilà. exactement. Ok, très Ouais, intéressant. Ouais. tout à fait. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, Brest était second au classement avant ce match et l'est toujours. Ils sont invaincus à l'extérieur toujours, donc avec 3 victoires et 2 nuls. Et si on regarde, j'aime bien aussi regarder les autres classements que le classement général. Je vois que Brest est donc deuxième à domicile, mais moins bien classé à l'extérieur puisque septième. Et leur attaque est très bonne puisque c'est la deuxième meilleure attaque de Ligue 2 cette saison, mais la défense, par contre, est neuvième. Et dernier chiffre intéressant, je remarque que Brest est très bon en seconde mi-temps puisqu'ils sont premiers en seconde mi-temps. C'est eux qui ont glané le plus de points en seconde mi-temps. Par contre, l'équipe n'est que 11e en première mi-temps. Intéressant pour les Ouais, gens qui font du live. C'est vrai que c'est voilà, ça peut être par exemple. non mais c'est vrai que ça peut être Tout à fait. à Ouais, il y prendre a en quand même compte. un grand différentiel entre la première et la 11e place.
ça fait beaucoup. Ok, ok. Après, bon, Voilà. quelles explications on peut avoir? Ça, est-ce que c'est physiquement, ils tiennent mieux que les autres en deuxième mi-temps, c'est pour ça qu'ils prennent le dessus? Enfin, après, voilà, on Mm. pourrait essayer d'expliquer tout ça, mais c'est pas forcément évident. Non. Euh, Bah Et écoute, sinon, oui, vas-y. ouais, pour l'ouverture pour la suite, donc Brest va accueillir Strasbourg pour son prochain match dans 10 jours, le 15 octobre, Ouais. et se rendra ensuite à Laval. Et match très très important, recevra ensuite Lens pour un très beau choc de prétendants au podium. Donc réservez votre soirée du lundi 31 octobre pour aller encourager le Stade Brestois contre Lens. Ce sont des matchs en général où les points comptent double, quoi, contre un C'est vrai. concurrent Bah, direct. ils ont battu Mm. Reims 2-1 dernièrement, Voilà, ça donc ça c'est fait. c'était une bonne affaire. Ouais. Et bah écoute, il y a des chances que j'aille au stade, donc voilà, je pourrais en parler Bon, de ce Brest-Lens. ça marche. Tu seras mon envoyé spécial. Bah voilà, bah écoute, il y a pas de problème, je te dirai un petit peu ce que j'ai Mm. remarqué. Bon bah génial Ça marche. sur Brest, parfait. Mm. Bah écoute, ça nous donne pas mal Mm. d'indications et voilà, on va pouvoir réfléchir à tout ça pendant la trêve internationale. Alors ensuite, si je me souviens bien ce que tu m'avais dit, ça va être le Celtico, c'était une marque déposée ça. Oui, j'ai vu ça, ouais. Ça a pas trop plu à Christian Gourcuff. Bah non, c'est clair que ça fait un peu, Voilà. Mm. voilà, ça fait un peu bizarre. Donc alors ce Celtico, qu'est-ce que, on peut dire, sachant que aussi voilà, ça va intéresser aussi tous les Rennais parce que voilà, on est diffusé aussi sur Rennes. Donc qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, au niveau donc des groupes déjà, donc ce Rennes-Guingamp, appelé le Celtico, j'aime bien l'appeler aussi le derby breton. Un des derbys bretons, je trouve que ça sonne bien aussi, derby breton. C'est un des derbys bretons, voilà, Tout à c'est ça. fait, parce qu'il y en a un la prochaine journée aussi, je vous en parle après. Ok, ça marche. Et donc, côté Guingamp, Marsal, le défenseur gauche qui monte beaucoup et influence beaucoup leur jeu offensif, était absent Ok. parce qu'il est suspendu. Sinon, ils étaient au complet. Et côté Rennes, bon, Johan Gourcuff était blessé et donc indisponible. Et Clément Chantôme, le milieu qui a été recruté sur les conseils de conseiller Courbis en début de saison, est blessé à l'épaule et n'a toujours pas vraiment pu avoir de l'influence sur cette équipe. D'accord, ok, ça marche. Donc au niveau du match, pas grand-chose à se mettre sous la dent en première mi-temps, hein. Il y a eu seulement le premier tournant du match, pour moi c'est à la 64e minute, lorsque Diallo, le milieu guingampais, se prend un second jaune et sort parce qu'il a retenu un attaquant rennais dans la surface de réparation qui fonçait au but. Et suite à ça, il y a un penalty et le suspense va durer encore un peu puisque Johnson, le gardien guingampais, a arrêté ce penalty. Mhm. Et donc le dénouement de ce match arrivera à la 91e minute puisque Rennes va ouvrir la marque de manière définitive et c'est le score sur une magnifique contre-attaque. Je ne sais pas si tu te rappelles du long dégagement de Costil, Ouais. le gardien rennais qui suite auquel il y a un centre et le jeune Diakabi sur un centre d'Enrique donc qui est rentré 2 minutes plus tôt marque un but très, très intéressant, un très beau but je trouve, surtout pour un jeune joueur, et qui scelle le score du match à 1-0. Donc c'est Rennes qui remporte le derby breton. Voilà, qui prend 3 points. Ouais. 3 points sur. Mais c'est vrai que voilà, il y a toujours pas mal de bons jeunes généralement à Rennes. Donc voilà. Tout à fait, oui, ça se voit de plus en plus ces dernières années. Ok, qu'est-ce que. Donc, et Guingamp, par exemple, ils ont fait quoi sur. C'est qui a dominé le match? Ça peut être intéressant. Alors, moi, ce que j'ai remarqué comme fait important sur ce match, déjà à la 84e minute, je vois que Guingamp a fait sortir un milieu pour faire rentrer un défenseur. Donc à ce moment-là, je pense qu'Amboiré voulait assurer le nul. Mhm. D'accord. En général, c'est le genre de changement tactique qui peut laisser penser ça. La première mi-temps a été triste, hein. Il y a eu un seul tir cadré dans la première mi-temps et c'était pour Guingamp. Guingamp, ça s'est pas amélioré pour eux en seconde mi-temps puisqu'ils ont cadré aucun tir, alors que Rennes en a cadré 3 et Rennes a été beaucoup plus actif en seconde mi-temps puisqu'ils ont cadré 13 tirs en tout sur le match, dont 10 en seconde mi-temps. D'accord. D'accord. Voilà. Donc ils ont Rennes a dominé la possession de balle à 64% et a une bien meilleure qualité de passe que Guingamp puisque Rennes est à 82% de passes réussies et Guingamp a seulement 69%. Ça fait quelques matchs que j'ai remarqué que Guingamp ils sont moins bien en qualité de passe. La fatigue peut-être avec l'enchaînement des matchs. C'est possible, c'est possible. Après, des fois, il faut voir aussi les pelouses. Mais bon, là, à Rennes, Non, normalement, je crois que pas ça tout à va la fait. pelouse. Donc, bon, c'est Hum. pas forcément ça qui a joué. Ok, ok. D'ailleurs, Guingamp avait marqué 6 buts lors de ses 3 premiers
matchs, et là, ils en ont marqué seulement 3 dans les 5 matchs qui ont suivi. D'accord. Donc pour dire que voilà. Et sinon, Ntep a fait un bon retour de blessure côté Rennes, puisque 45% des attaques de Rennes venaient de son côté. Alors là, vu qu'il y a la trêve internationale, Ntep, alors je ne sais pas, j'ai pas suivi, je sais pas s'il a été s'il va jouer des matchs internationaux ou pas, mais bon, si voilà, ça va peut-être lui permettre Tant mieux, oui, ça va lui s'il faire en joue prendre pas, son il va temps. récupérer comme ça. Et Guingamp, comme tu dis, ils vont peut-être refaire du jus Tout à fait. pour reprendre d'ici 10-15 jours. Ok, d'accord, ça marche. Voilà, Bon bah parfait. Donc Rennes prend les 3 points tout à fait. qui, qui leur font aussi du bien parce que maintenant ils arrivent, voilà, ils sont septièmes. Ils sont dans la Mm. première partie du tableau. Et Guingamp, c'est eux qui font la frontière parce qu'ils sont dixièmes. Donc voilà, ils sont au milieu Mm. de classement, ce qui est aussi pas mal. Je le rappelle pour une ville qui a plus de spectateurs dans le stade que de gens dans la ville. C'est- Voilà, c'est- depuis des années, un peu comme Auxerre à la grande époque. voilà, c'est ça. Bon bah parfait pour ce Et ouais, Celtico. Rennes recevra Bordeaux la prochaine journée et Guingamp Lille. D'accord, ok. Et ce qui Voilà. pourrait être intéressant, c'est, voilà, on verra sur ta preview, mais Bordeaux, vu qu'ils ont un stade pitoyable, une pelouse pitoyable, enfin ça me vient comme ça à l'esprit, je me demandais s'ils n'avaient pas forcément des meilleurs résultats à l'extérieur, parce que c'est une équipe un peu plus technique, et quand c'est sur des belles pelouses, peut-être que leur jeu, ils arrivent à le mettre en place plus facilement. Voilà, c'est juste une idée comme ça qu'il faudra que je regarde moi aussi de mon côté, voir comment c'est quoi leur classement à l'extérieur. Alors Euh, Bordeaux est sixième en classement général. ouais. Bordeaux est combien? Bordeaux est 13e seulement à domicile. Ouais. Et à l'extérieur, Bordeaux extérieur est 5e. Bah, ça Donc ils confirme sont ce que je meilleurs te à dis. l'extérieur, comme tu le dis. Ouais, exactement. Ça, Mm. c'est énorme et comme d'autres stades où ils ont des pelouses, si je peux me permettre l'expression, pourries. D'ailleurs, il y aura peut-être des Il y amendes en a, l'année prochaine. il y en a en ce moment, ouais, malheureusement. Voilà, et on n'est pas l'hiver, donc attention. Voilà, moi, c'est aussi une donnée que je regarde de temps en temps. Je trouve que c'est assez important l'état de la pelouse pour pouvoir proposer du jeu ou pas, si tu es assez technique. Mm. Ok, quelle équipe maintenant tu veux voir? Alors, Lorient, qui est Lorient, déplacé à Nice. Alors, Lorient, les on Merlus. était, on était tous un peu tristes de voir leur début de saison un peu raté, hein, avec beaucoup de blessures et Ouais, de c'est vrai. cartons rouges, malgré les qualités de Ripoll, leur entraîneur. Mais ça va beaucoup mieux, hein. Depuis 3 matchs, ils ont pris 6 points en 3 matchs, Mhm. dont 3 contre Lyon. Hein. Ouais, On c'est se vrai. rappelle encore de ce match. Hein. C'est vrai. Et donc, ça se stabilise défensivement, hein, notamment grâce au recrutement de Siani Mhm. Tout à en fait. défense, qui devient un patron de défense intéressant. Après, maintenant, il faut que Lorient retrouve une forme offensive pour espérer continuer sa remontée et oublier au plus vite ce début de saison Il y a qu'on peut qualifier Ali de Adir catastrophique. qui a signé, non? C'est ça, je crois? Oui, Ouais, c'est tout ça. à fait. Ouais, il l'a signé, donc il aura un rôle offensif au milieu, voire en attaque, En une fois forme, qu'il sera remis en forme. il a 10-15 Tout à jours fait. pour s'entraîner là. Donc Ouais, c'est ça. non, mais c'est important Mm. parce que la trêve internationale, faut faire attention parce que tous les matchs qui vont arriver après la trêve internationale, Mm. il faut faire attention au stade d'avant parce qu'il y a des équipes qui vont avoir eu le temps de s'entraîner tous ensemble si la cohésion n'était pas là, des joueurs blessés qui vont revenir, des joueurs Mm. internationaux qui sont partis qui vont revenir, ils vont être émoussés. Enfin, tout ça, ça joue. Voilà. Donc Ouais, forcément, c'est jamais évident quand un joueur arrive à ce moment-là de savoir qu'est-ce qu'il a fait avant d'arriver. bah, c'est ça. Est-ce que dans son club il était à l'écart ou est-ce qu'il s'entraînait à tout le monde? Regarde par exemple Depréville qui est arrivé à Lyon, Oui. À à Lille, Lille, pardon. pardon. Mm. Il était à l'écart du groupe, donc il est arrivé, il avait quasiment pas commencé sa préparation, quoi. C'est ça, on est d'accord. Mm. Donc là, il aura le temps aussi de Mm. s'entraîner. Donc les Tout à fait. Merlus, ouais, à Nice. Ok, allons-y. Alors, donc, Nice contre Lorient. Donc, il y avait Bodmer qui était de retour dans le groupe, le milieu de terrain Mhm. qu'on connaît bien, hein, passé par Lyon notamment, qui est de retour dans le groupe, et Balotelli qui était à un certain moment, qui a été présent, et on verra après que c'est plus de C'est ça, l'influence, comme on est toujours, d'accord. pour le grand joueur qu'il est toujours. Côté Lorient, il y a toujours Marvaux, Lotoa et Rose en défense qui sont en phase de reprise après blessure, et Philippe Otto n'était pas présent non plus. Et ils comptent le retour de Waris, leur attaquant qui normalement est titulaire, mais qui est un peu en difficulté en ce début de saison. C'est ça. Voilà. Lorient alors je suis un peu embêté avec Lorient moi cette année parce que quand je regarde les stats des saisons passées, je vois qu'à chaque fois qu'ils se sont entêtés à jouer autrement qu'en 4-4-2, maison, école Gourcuff, ils ont perdu des points. Et là,
il joue très souvent autrement qu'en 4-4-2, quoi. En 4-3-3 par exemple cette saison, je suis persuadé que s'ils pouvaient jouer et s'ils jouaient en 4-4-2, ce serait plus intéressant pour eux. Donc bref, c'est un avis personnel. 4-3-3 cette fois-ci pour eux, un système plus offensif, on va dire, sur les côtés pour courir après les points, hein, clairement, pour s'éloigner de la zone rouge. Ouais. Et Nice joue à 3 derrière en ce moment, pour la 3e fois de la saison, en 3-5-1-1 avec Dante en défense centrale. J'y reviens après, Dante que je trouve pas très bon à ce poste. Baisse à côté de lui, ouais, c'est ça. Ok, ça Voilà. marche. Donc alors sur ce match-là, il y a eu quelques, voilà, c'est un match qui s'est joué aussi sur la fin. Oui, tout à fait. Donc Nice a ouvert le score rapidement, hein, comme souvent, un peu comme Monaco le fait à la 11e minute, d'un but de Pereira, le latéral droit international portugais, prêté par le FC Porto sur une passe décisive de Bodmer, justement, qui faisait son retour. Mhm. Et Lecomte, qui avait été assez héroïque contre Lyon, le gardien lorientais, fait quand même une petite faute de main sur ce tir qui peut paraître un peu inoffensif, et malheureusement la balle va au fond du but. Ok. Voilà. Et donc Lorient va tenir sans encaisser de but supplémentaire contre Nice, ce qui n'est pas donné à tout le monde, et va même réussir à égaliser à la 61e minute par un but de Mukanjo, l'attaquant, sur une passe de Mara, un autre attaquant qui était positionné à gauche sur ce match. Et ensuite, quelques minutes plus tard, à la 86e minute, le match va trouver son dénouement grâce à un beau but de Balotelli sur une passe de Cyprien. Donc 2-1 pour Nice au score final. Bon, sur ce but, Balotelli est à son rang, hein. Il est quasiment arrêté. Il nous met une balle avec plein de sang-froid en pleine lucarne. Un peu, ça me rappelle un peu Cantona dans ses grands jours. Donc c'est un très beau but, et voilà, c'est pour ça qu'on fait venir ce genre de joueur, c'est pour qu'il revient, la ouais. différence comme ça. Ouais, il revient bien. D'ailleurs, les supporters des Reds à Liverpool comprennent pas, comprennent pas qu'est-ce qui se passe, parce que à Nice, il enchaîne but sur but, et à Liverpool, il y avait pas, voilà, il n'était pas à son niveau. Donc alors, fait important sur ce match, Balotelli enlève son maillot après ce but et prend un premier carton jaune. Et à la 92e minute, pour ce que l'arbitre, M. Tual, imagine est une altercation avec un joueur lorientais, prend un second jaune et donc rouge. Et ce second carton jaune a été retiré par la commission de discipline. discipline. J'ai vu ça. Tual a revisionné, a estimé que les deux joueurs ne méritaient pas leur carton jaune et les a retirés. Donc du coup, Balotelli pourra jouer contre Lyon au prochain match. C'est pas plus mal pour le spectacle. Exactement, même M. Aulas a dit qu'il était d'accord. Voilà, c'est ça. Vu qu'il pense qu'il va gagner, donc de toute façon, voilà, c'est pour ça qu'il a dit ça. Et lui, il y a peut-être des chances qu'il récupère aussi la casette. À voir. Qu'est-ce que j'allais dire? Alors là, comment j'allais dire, le temps file. Est-ce qu'on peut conclure sur ce match-là? Et après, il nous reste qui? Il nous reste Nantes-Bastia après. Donc voilà, sur ce match-là, on peut dire que Nice s'en sort bien, parce que Lorient était plutôt en forme, notamment par Jimmy Cabot, le milieu. Je l'aime bien, oui. Il vient de 3. Et il est en forme, espérons que ça va durer. Donc Nice, je les ai trouvés moins bons collectivement et offensivement. Mais bon, ça suffit pour remporter 2-1 contre Lorient, malheureusement. Donc Nice est premier, et Lorient est avant-dernier, mais je vois pas Lorient dans la charrette, en fait. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'ils vont faire un meilleur... Non, ça ira. Ouais, je pense, ouais. Il y en a pas mal d'autres qui sont moins bons, et Lorient recevra Nantes. Son prochain match. Ah bah ça, c'est un match aussi qui... Un nouveau derby. Et puis c'est un match qui vaut 6 points là, parce qu'ils sont quand même pas très en forme tous les deux. Ok, on passe à Nantes, qui recevait Bastia, et là aussi c'était un match important pour Nantes, pour éviter la crise. Voilà. Donc, côté nantais, le retour de Carlos en défense à la place du jeune Walongwa, qui a fait une intérim très très intéressante. Donc, Carlos qui reprend sa place aux côtés de Viscarondo. Donc, meilleure défense pour Nantes sur ce match. Et à Bastia, c'est l'inverse, puisque Schilacci, le taulier, le défenseur expérimenté et le meilleur défenseur de Bastia, est absent. Et c'est Marange qui le remplace. Et Diallo et Cahuzac, les milieux défensifs de Bastia, sont chargés sur ce match d'assurer encore plus la protection de leur défense. Et Crivelli, l'attaquant bastiais prêté par Bordeaux, a pris 4 matchs parce qu'il avait été verbalement violent envers l'arbitre suite à son exclusion lors du précédent match. Et moi, Bastia, il y a surtout un joueur que je regarde s'il joue pas, c'est Saint-Maximin, parce que je pense que s'il n'est pas là en attaque, c'est pas pareil. Il n'arrive pas encore à être décisif. Il a une saison compliquée l'année dernière, mais il fait des choses intéressantes. On voit qu'il y a du ballon.
On voit qu'il y a un petit peu de Tout à bol. fait. C'est ça. Oui, tout à fait. Donc Nantes est 18e et premier relégable avec 5 points et peut viser la 13e place en cas de victoire avant ce match. Nantes évolue en 4-4-2 pour la première fois de la saison, dans un système plutôt offensif mais sécurisé. Bastia est dans un habituel 4-3-2-1 qu'ils utilisent à l'extérieur pour essayer de ne pas perdre trop de points. Alors, ça n'a pas été un match avec beaucoup de buts, hein, mais Non, mais Nantes a marqué très rapidement dans ce match avec une bonne entente, la fameuse entente attendue entre Salah et Stepinski, le nouvel attaquant, et donc Nantes ouvre le score à la 18e minute. Ouais. Voilà, donc Nantes a dominé, mais a dominé au nombre de tirs, mais pas vraiment en termes de qualité des tirs, puisqu'ils ont cadré que 6 fois en 20 tirs, alors que Bastia aurait pu marquer, puisqu'ils ont cadré 5 fois en 12 tirs. D'accord, donc effectivement. Donc ça s'est joué à pas grand-chose. En plus, la possession de balle a été au désavantage de Nantes, avec seulement 45% à domicile. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, et ça je l'avais vu venir, la défense nantaise a été bien meilleure, avec une moyenne de 7,43 pour la ligne, composée donc de Viscarando et Carlos au milieu, et Dubois et Limas sur le côté. Et à Bastia, c'est l'absence de Crivelli qui s'est fait ressentir, puisque Thierry, que tu aimes bien, je crois, Thierry Bifouma, qui était à Reims l'année dernière, il a eu droit à du temps de jeu supplémentaire parce que Crivelli était absent, n'en a pas profité pour marquer des points. Ça reste un joueur qui est actif, mais qui est très maladroit. Voilà. À l'entraînement, on sait ce qu'il faut qu'il travaille. Donc, ok. Donc une victoire un peu poussive mais importante de Nantes contre Bastia, et la bonne nouvelle c'est que Stepinski, qui est jeune, qui est un attaquant polonais de 21 ans, a marqué son second but en 4 matchs, et donc je pense que le salut de Nantes cette saison passe en grande partie par ce joueur qui peut faire une très bonne saison une fois qu'il se sera habitué à la Ligue 1. Ok, parfait. Donc c'est fini par 1-0. Ouais, Nantes a pris les 3 points, ce qui fait qu'ils sortent de la zone rouge. Maintenant, ils sont 16e. Bastia reste au milieu du tableau, 11e. Ok, écoute, parfait ça pour un tour de tous les clubs bretons. Comme vous voyez, on fait le tour de tous les clubs bretons. On n'a pas forcément une spécificité. On essaye de... Voilà, on ne prend pas forcément parti pour l'un ou pour l'autre, même si moi, par rapport à ma situation géographique, forcément, c'est plus facile pour moi d'aller voir le Stade brestois. Mais voilà, on essaye de rester quand même assez neutre pour voir un petit peu tous ces clubs-là. Tout à fait. Et de mon côté, j'analyse les 20 équipes de Ligue 1 de la même façon chaque semaine, que ce soit Paris, Monaco, ou que ce soit Bastia, et j'ajoute à ça une 21e équipe qui est l'équipe de Brest et qui me permet de m'intéresser à la Ligue 2 et que je trouve très très intéressante, j'avoue. Écoute, dans tes projets, il y aura Ligue 1 expert, peut-être Ligue 2 expert à venir, mais malgré que déjà Ligue 1 expert, ça prend beaucoup de temps, comme je l'ai dit. Tout à fait. Alors, je répète que tu as un blog et une page Facebook, d'accord. Donc, le blog, c'est ligue1expert.net et allez-y, parce que vous y découvrez vraiment un super travail de qualité et il y passe du temps, comme Nico. Donc, faut le souligner. C'est ma passion et je suis très content de la partager et d'échanger avec des personnes qui ont la même passion que moi, et puis si ça peut être utile à quelqu'un d'autre, tant mieux. Écoute, on te souhaite en tout cas une bonne continuation dans ce projet. Merci à toi en tout cas d'avoir fait une intervention sur les clubs bretons. Là, c'est la trêve internationale. Donc les prochains matchs auront lieu dans une quinzaine de jours de toute façon. Tout à fait. Merci de m'avoir invité. Merci à toi et merci à la radio en tout cas. Merci en tout cas. Salut, bye bye. Au revoir. Et de mon côté, je vais vous annoncer le programme de l'émission de la semaine prochaine. Alors, je n'ai pas encore décidé de l'émission de la semaine prochaine, mais cela sera soit du tennis, soit du basketball et de la NBA avec Brice Vounang, un bon ami à moi, ancien capitaine de l'équipe du Cameroun. Donc voilà, et c'est aussi un bon ami à Luc Mbamute qui joue aux Los Angeles Clippers. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des nouvelles un peu fraîches. Je lui demanderai de prendre contact avec Luc pour voir un petit peu ce qui se passe aux Clippers. Donc vous pouvez me retrouver sur mon blog www.parier-gagnant.com en podcast. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Au revoir à tous. Radio Parier Gagnant sur Radio Évasion.